Cécile Hernandez-Cervelon, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Oui, c'est bon, impec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, une semaine pour mieux vous connaître, savoir ce que vous aimez, ce que vous détestez. Commençons par le début, comme toute histoire. Où êtes-vous né Alors, je suis née à Perpignan, dans le sud de la France, pas très loin de la frontière espagnole. Et alors, que faites-vous ici à Paris alors ? Je suis montée 3 mois pour la promo de mon 2e livre. Et finalement, les choses se sont enchaînées. Je suis là depuis 1 an. Quel handicap avez-vous ? J'ai une sclérose en plaques depuis 8 ans, le 24 octobre. Alors là, on va peut-être parler des choses qui sont un peu douloureuses. Comment vivez-vous ce handicap au quotidien ? Parce qu'on sait que quand on a un handicap, ça bouscule toujours un peu sa vie. On n'a plus du tout les mêmes actions, la même pensée, etc. Comment ça s'est un peu passé pour vous ? Alors moi, le diagnostic a été terrible puisque j'étais une ancienne sportive de haut niveau. Et je me suis réveillée un matin paralysée, un matin d'octobre, donc il y a 8 ans paralysée. Donc là, forcément, ma vie a totalement basculé. J'ai mis 3 ans. 2 ans et demi à accepter cette maladie, et avant je l'ai niée jusqu'au jour où j'ai décidé de l'accepter, et j'ai changé de vie en fait complètement. Je me suis investie dans d'autres projets autres que le sport en fait, du moins pas physiquement, mais j'ai fait des événements sportifs par procuration où je vivais ma passion. Mais oui, je me suis reconstruite et finalement j'aime la personne que je suis devenue malgré mon handicap. Alors j'aime pas le mot malgré, je dirais avec mon handicap et avec ma maladie. Alors est-ce qu'aujourd'hui encore, malgré ce deuil et tout le travail psychologique que vous avez dû faire sur vous-même, votre relation avec cette maladie, ce handicap, est-ce que des fois c'est un peu... Moi des fois, je sais que tu m'arrives, des fois je me lève, je me dis la polio, je te hais, je te méprise, 20 ans, vadrai, rétro satana. Puis il y a des jours on se lève, on se dit ma foi, on est très bien avec. Vous aujourd'hui, est-ce que vous vivez sensiblement un peu les mêmes choses ou pas du tout ? Tout à fait, puisqu'en plus la sclérose en plaques est une maladie qui est très sournoise et très imprévisible. Donc pour le coup, j'ai des hauts et j'ai des bas parce que la CEP fatigue aussi énormément. Alors moi, au réveil, donc vous parliez du réveil, moi tous les matins au réveil, j'ai vu que ma maladie s'est brutalement déclarée un matin au réveil, et tous les matins au réveil, c'est une angoisse ? Quand je pose mon pied droit sur le sol et je veux sentir le froid du carrelage, et à partir de là, ma journée, selon comment je le sens, ma journée commence bien ou un peu moins bien. Mais généralement, j'essaie d'être positive. Quand je vais pas bien, je reste chez moi et je me repose, et quand je vais bien, je fais plein de choses. Le regard que porte votre famille suite à cet incident, est-ce que le regard a changé ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être une autre personne aux yeux de vos frères ? Vous avez des frères, vous avez des sœurs ? J'ai un frère aîné, Olivier, 40 ans. Disons que le regard a changé, lui particulièrement. Alors, même s'il n'aime pas qu'on le dise, il nie la maladie. D'autres personnes, d'autres membres alors les amis, pour le coup, on fait le tri. Alors la maladie, ça permet de faire un super tri. C'est l'avantage. Hein. Ouais. C'est le seul. Hein. Voilà, c'est ça. Donc les vrais restent. Les autres, changent de trottoir quand ils nous croisent dans la rue. Donc c'est bien. Voilà, je sais maintenant vraiment sur qui je peux compter. Mais au sein même de la famille, c'est vrai qu'il y a eu des regards un petit peu de compassion, de pitié, d'apitoiement. Mais essentiellement, c'est je peux compter sur ma famille, notamment sur mon super mari. Dans le livre, voilà, des astuces, non. Dans le second, par contre, Qu'est-ce qu'elle fait maman, qui est un regard, parce que j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui vient d'avoir 3 ans. Et avant d'être malade, je ne voulais pas d'enfant, donc comme quoi la maladie m'a changée, m'a rendue un peu plus humaine et maternelle. Et donc dans Qu'est-ce qu'elle fait maman, oui, je donne des astuces sur comment on peut vivre une maternité avec un handicap et avec une maladie. Comment s'organisent vos journées ? Alors, je reviens juste sur le côté professionnel. Donc, je suis écrivain, mais en plus, j'interviens dans les entreprises pour les sensibiliser au handicap. Voilà. Mes journées s'organisent, petit déjeuner avec ma fille. Je travaille avec mes clients sur des préparations d'intervention à la sensibilisation dans les entreprises. Et le soir, quand il n'y a plus un bruit, j'écris. L'écriture, pour vous, c'est quoi ? C'est une forme d'évasion ? Ouais. C'est un peu une thérapie ? Comment vous abordez un peu cet univers de l'écriture ? Alors moi, j'ai un bac plus 6 en lettres, donc forcément les lettres font partie de moi. Ça a été une pure thérapie lorsque je suis tombée malade. Je me suis complètement enfermée dans une bulle de silence parce que j'ai renié cette maladie, donc l'écriture a été un exutoire. Et j'écrivais pour moi parce que ça me faisait du bien. Puis après, j'ai décidé d'écrire pour les autres, notamment quand j'ai fait publier mon livre, mon premier, mon second. Et là, c'est devenu un job, mais il y a un pur plaisir dedans. J'ai décidé maintenant de me tourner vers le roman pour être jugée
Vous avez déjà trouvé, parce que le personnage va avoir justement cette maladie et ça va être un peu le Hercule Poirot, mais avec la sclérose en plaques en plus. Avec une cèpe, avec une canne, avec tous des inconvénients qu'on peut rencontrer au quotidien quand on a une maladie comme celle-ci. Parce que j'aime parler du handicap, parce qu'on n'en parle pas assez. Bon, c'est pas vous, c'est Vivre FM que je vais le dire, parce que vous en parlez très bien. Mais pour le coup, je veux parler, faire en sorte que les gens considèrent le handicap comme un état de fait et non pas comme une anomalie de la société. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat que vous avez signé, même là, avant, quand vous étiez déjà dans le monde de la mode est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat professionnel ? Alors, professionnel, non, mais c'est un contrat qui a quelque chose de très symbolique pour moi. J'avais 11 ans. Et j'ai signé mon premier contrat de sponsoring parce que j'ai fait du BMX à haut niveau, au niveau international. Et à 11 ans, j'ai signé mon premier contrat de sponsoring. Voilà, donc c'était quelque chose de très symbolique. Il y a eu des premiers chèques et tout ça. À 11 ans, c'est quand même assez incroyable. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que la compétition là, c'est une compétition contre la maladie et pour faire changer le regard sur le handicap que je mène. Donc, je suis une compétitrice. Donc, c'est pour ça que ce contrat-là a vraiment une valeur très importante à mes yeux. Cécile, vos passions, l'écriture, est-ce qu'il y a encore autre chose ? Le sport, est-ce que vous pratiquez encore du sport ? Alors oui, non. Et à quel stade ? Non, j'en fais pas. Même pas le ping-pong, natation ? Non, parce que finalement, j'ai un peu fait le deuil du sport parce que je conçois... Quoique je vais me mettre à essayer un sport quand je redescendrai dans le sud, qui est le FTT, le fauteuil tout-terrain. D'accord. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de sports extrêmes et en fait, je conçois... Voilà, j'arrive pas à me tourner alors que j'ai joué au tennis, j'arrive pas à me tourner vers le tennis fauteuil, tout ça. Je conçois le sport dans son côté très, très, très extrême et très, très adrénaline. Ma passion, je vais dire, en bonne maman, je vais dire ma petite fille. Mais oui, effectivement, l'écriture. Et puis, mon combat, vraiment sur l'image du handicap est devenu une de mes passions, je le vis. Alors, avec quels moyens vous disposez pour justement... imposer ou proposer cette nouvelle approche concernant le handicap ? Quels sont un peu les moyens dont vous disposez ? Alors, premièrement, ma grande gueule. Voilà, parce que non. Elle n'est pas si grande que ça. Non, je plaisante. Enfin, non, mais c'est votre façon de parler. Oui, parce que de rentrer aussi dans dans le rentre-dedans, parce que je pense qu'il faut parler pour faire tomber des tabous et pour faire tomber les barrières du premier regard. Il faut oser parler. Alors. Je ne l'ai pas parlé pendant longtemps, donc maintenant, je parle et j'ose parler de mon handicap pour faire progresser les choses. Mais après, des outils, je tape aux portes des entreprises qui sensibilisent au handicap ou en phase de recrutement de travailleurs handicapés, qui acceptent de me recevoir. Et je parle, je témoigne, mais j'ai monté aussi un atelier de sensibilisation à l'image, un truc un petit peu original, très original, et puis on se met à parler, et je pense qu'on dialogue ouvertement sur le sujet, je pense qu'on le dit toujours, c'est de la discussion que j'ai eu la lumière, voilà ma mission. Vous avez une approche au niveau de la musique, qu'écoutez-vous plutôt quoi, la musique basque, la musique espagnole, du rap. Mon mari est un ancien rappeur qui avait un groupe de musique de rap, donc de hip-hop français qui cartonnait pas mal, et du coup je suis restée bloquée. Puis bon, j'écoute du rap depuis 1989, je suis une dingue d'NTM, et d'ailleurs ça a surpris beaucoup de monde, mais mon second livre, la première phrase de mon second livre est une phrase NTM, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil, parce que je pense que la vie c'est ça, la vie c'est du jour au lendemain, tout peut basculer, donc il faut profiter des instants et pas penser que les merdes entre guillemets n'arrivent qu'aux autres. Est-ce que sur votre chevet il y a un livre qui vous aide à vous ressourcer? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a un écrivain qui vous tient sans cesse compagnie? Alors, il y a pas mal de magazines de mode déjà, dans la victime que je suis. Mais alors, il y a un auteur qui m'a accompagnée pendant toute ma maladie, qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui est Frédéric Becbédé. Et je me souviens, lorsque j'étais en soins intensifs, quand on était en phase de diagnostic de ma maladie, et que je n'avais strictement rien le droit de garder sur moi dans les soins intensifs, ni ma petite culotte, ni quoi que ce soit. J'ai supplié pour deux choses, ma petite culotte et mon livre de Frédéric Becbédé. Donc c'était assez... donc ça m'a accompagnée, il m'a beaucoup inspirée. Et voilà, donc c'est essentiellement lui. Après j'aime beaucoup Dostoïevski, tout ça, donc mais bon,
Voilà, c'est différent. Cécile, le rapport que vous avez avec votre corps et l'image que vous projetez sur la jante masculine, ça donne quoi ? Alors, mon rapport avec mon corps, parfois, je lui fais la gueule parce que il fonctionne pas comme je veux. Je lui fais un peu moins la gueule en ce moment parce que j'arrive à porter depuis 2-3 semaines des talons quasiment tous les jours. Bon, ils sont pas très hauts, mais j'arrive à porter des talons. Alors, c'est quoi le fait de porter des talons pour vous ? C'est plutôt une façon de dire, de retrouver une forme de féminité, ou c'est plutôt vous dire, la maladie, tiens, je te fais un pied de nez ? Les deux. Alors, mon commandant. Les deux, ouais. Merci. Les deux, mon commandant Richard. Donc, effectivement, la féminité, parce qu'elle a été annihilée pendant des années. Je me suis plus... Pendant le temps où j'ai nié la maladie, je me maquillais plus, c'était... Vous aviez un rejet total de... Alors, est-ce que c'est un rejet de son corps ou c'est un rejet de la maladie ? Parce que c'est quand même... Souvent, c'est très lié en même temps. Oui, c'est un rejet de sa nouvelle identité sociale. Parce qu'au final, au bout de quelques mois après le diagnostic, j'ai été reçue à l'ancienne Cotorep, et on m'a dit on vous reclasse. Donc, vous êtes à partir de maintenant une personne avec un taux d'invalidité de 80%. Donc, je basculais dans le statut social. Et ça ne me convenait pas. Donc, j'ai nié tout ça avec un refus de s'occuper de cette identité. Bon, c'est passé rapidement. Donc, je suis redevenue la coquette que j'étais avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce corps, il me laisse un peu plus de liberté parce que en ce moment, je vais bien, donc j'en profite. Et sur la jante masculine, c'est rigolo, c'est que dans le métro ou dans la vie, il m'arrive de croiser des gens qui me disent, des hommes notamment, qui me disent bonjour. Bon, alors le couplet d'Adrac, c'est mais vous n'êtes pas un peu trop jeune et un peu trop mimi pour avoir une canne ? Je dis justement. C'est ça, donc il y a aussi ce regard en permanence. La canne vient de tomber. Elle vient également de s'exprimer. Voilà. Haut et fort. Ouais. Parce que en fait, ma canne aujourd'hui, elle est customisée, stickée, et je la considère comme un accessoire, comme vous portez des lunettes. Moi, j'ai ma canne qui est mon accessoire, qui me permet de mieux vivre au quotidien. Et puis, je fais... donc voilà, les hommes me disent souvent ça parce qu'ils trouvent ça comme technique de drague. Et moi, justement, je leur dis, non, j'en ai besoin, je suis handicapée. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans le regard. Et justement, alors... Comme je disais tout à l'heure, j'ouvre ma gueule en disant, on peut être handicapé et s'occuper de soi. Voilà. On peut aussi avoir un handicap et tout simplement avoir du charme, etc. Oui, tout à l'un fait. n'empêche pas l'autre. Non, tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un changement entre votre vie intime avant et après ce passage ? Ah, mais complètement. J'ai eu témoigné à ce sujet. La vie intime, oui, parce que on n'est plus la même. Disons qu'on a un corps qui est vachement moins obéissant qu'il ne l'était avant. Et puis, on sait que la sclérose en plaques, je parle du handicap qui me concerne et de la maladie qui me concerne, la sclérose en plaques rend un petit peu feignante, en fait, la libido. Donc, ce qui fut mon cas. Et puis, on est fatigué, quoi. Moi, je sais que j'enchaîne mes journées. Le soir, j'ai pas forcément envie. Mais il faut déjà un compagnon ou un mari ou un fiancé ou un copain qui accepte ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari extra qui est resté avec moi. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais pour le coup, il faut vivre comme ça. Voilà, à partir du moment avec un corps un petit peu feignant et un corps un petit peu difficile à manier. Mais ça fait partie de l'intimité. Cécile, qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui ? Le regard qu'on peut porter sur les personnes handicapées. Je vais parler de ça parce que tout le monde le sait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent aussi sur mes réseaux, tout ça. Ils savent que je mène un combat par l'image. Justement, je fais pas mal de photos pour montrer que on n'est pas forcément... On parlait tout à l'heure de charme. Le charme, il est à partir du moment où on accepte son corps, on accepte sa famille, on s'accepte en fait. Et tout le monde est beau quelque part. Voilà, donc, oui, après, le tout, c'est de regarder la personne avec sa beauté et puis également ses imperfections. Après, ce qui me révolte, en bonne végétarienne que je suis, c'est plein de choses. Je suis très proche de la protection animale aussi, donc ça me révolte. L'écologie, le monde qui parle, les rapports humains, il faut replacer aussi plein de choses. On parle beaucoup d'écologie, des développements durables, mais au final, c'est le rapport humain en soi qu'il faut replacer au centre de nos priorités. Il y a plein de choses qui me révoltent. Mais bon, égoïstement, j'essaie de faire changer les choses parce que j'ai une petite fille et j'ai envie que le monde change pour qu'elle puisse grandir dans un monde un peu plus sympa. Alors justement, quel regard porte votre fille sur vous, sur la société dans laquelle nous vivons ? Est-ce
Est-ce que vous lui enseignez des choses? Est-ce que vous parlez de votre handicap? Est-ce que vous lui montrez que la société aussi eh bien s'ouvre pour mieux accepter les personnes handicapées, ou au contraire vous avez le sentiment que la société est toujours aussi fermée Non, il y a eu réellement des progrès. Maintenant, ma fille, je l'éduque dans le respect et dans la diversité, en fait, parce que le monde est rond. Alors, je dis souvent, la planète, c'est rond, mais c'est une boule à facettes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens différents et on est comme ça. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le handicap est un état de fait. Donc, elle est... Alors, c'est rigolo, elle va croiser une personne en fauteuil roulant, mais vu le discours que je tiens, il n'y a rien d'anormal de voir une personne, soit avec une canne blanche, soit avec un fauteuil roulant. Elle considère ça comme un état de fait. Ça existe, c'est au quotidien, c'est la vie. Alors, elle me dit souvent, t'as vu, maman, le monsieur, il marche pas, il roule, comme ça. C'est rigolo quand elle croise, et elle me dit que c'est la vie. C'est spontané aussi, parce que... Mais oui, parce qu'elle a été éduquée, mais je pense que... Alors, moi, j'interviens aussi dans sa école parce qu'elle est en maternelle et je viens leur parler parce que les petits-enfants sont curieux de voir. Ils me disent, ah ben tu sais, ma maman, elle n'a pas la chance d'avoir un bâton pour marcher. Je lui dis non, justement, elle a de la chance. Et donc j'en parle très 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 ouvertement et je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à le faire. Vous avez le sentiment que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui accepte mieux les personnes handicapées ? Il accepte mieux les personnes au handicap moindre ou au handicap quasi invisible parce qu'au final, tant que la société ne rendra pas la vie et la ville et les villes accessibles, donc on les verra moins. Donc, il accepte mieux, oui, mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire auprès du grand public et c'est ce à quoi je m'attelle à ma petite échelle. Shit.